Ma toute première question, ce serait tout simplement de te décrire en une phrase ou quelques mots qui définissent la personne que tu es. Oula, en une phrase. Donc, je suis le papa de 2 enfants. Je commence par ça parce que se définir professionnellement, sans doute c'est un peu réducteur. Donc, je suis le papa très heureux de 2 enfants que j'adore et je suis par ailleurs reporter, producteur pour la télévision belge. J'ai une passion pour les voyages, l'aventure, découvrir le monde dans ce qu'il y a de particulier, d'insolite, d'étonnant. Et c'est ce que je fais depuis 20 ans, hein. Je suis anthropologue de formation, journaliste aussi, et donc depuis 20 ans, je parcours le monde pour découvrir toutes ces particularités. Ok. Du coup, le nom du podcast, c'est Aerakura, la force du mental. Pourquoi j'ai choisi ce terme? C'est parce que Aerakura, c'est la déesse de l'épanouissement. Et il y a une phrase qu'elle dit qui est: tu viens juste de commencer, alors sois patient envers toi-même et le cheminement que tu as entrepris et n'abandonne pas. J'aimerais savoir ce que cette phrase peut t'évoquer. Cette phrase, elle est totalement réelle et totalement juste. C'est évident que quand on a, peut-être je suis plus âgé que toi, hein, donc Sylvain, j'ai 45 ans. Donc ça fait déjà 25 ans, je vais dire, que je suis dans ce monde médiatique entre mes études et puis mon parcours aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte en fait que on court beaucoup dans tous les sens. On essaye d'atteindre des objectifs. On a vraiment des cibles qu'on veut atteindre. Mais quand plus le temps passe, plus on se rend compte en fait que ce qui compte le plus, c'est pas tellement la cible à atteindre, mais bien le parcours et tout ce qu'on va y apprendre. Et le parcours, c'est quoi? Et je pense que c'est important si des jeunes t'écoutent, c'est de se lancer, c'est de prendre des risques, c'est de tenter des choses. Il ne faut pas se laisser limiter par ses peurs, par toutes les contraintes qui peuvent exister, les obstacles. À un moment, il faut faire les choses. Quand j'étais gamin, je me souviens qu'il y avait une publicité pour des marques de basket qui disait Do It. C'était d'abord Reebok, figure-toi. C'était d'abord Reebok qui avait fait la pub Do It. Et puis Nike a repris en disant Just Do It. Juste fais-le. Et quand tu es gamin et que tu vois ça, tu traduis, tu comprends pas trop en fait la signification. Et puis quand tu grandis, que tu vieillis, tu te rends compte en fait que c'est la base de tout. Faire les choses. Peu importe le résultat, peu importe le succès ou non, le fait de faire les choses, ça va vous mettre en tout cas dans une dynamique d'action. Et je trouve que beaucoup de jeunes aujourd'hui, et c'est sans doute lié aussi aux réseaux sociaux, se comparent, euh, se rendre compte que voilà, ils ont des objectifs qui sont importants, ils se sentent pas toujours à la hauteur. Et le problème, c'est que du coup, ils procrastinent, ils ne font pas les choses, ils restent, ils stagnent. Faire les choses, do it, ça veut dire à un moment entreprendre. Et alors peut-être qu'on va pas atteindre son objectif, mais en tout cas en faisant, on va apprendre des choses, rencontrer des gens, découvrir, mieux se connaître. Et c'est pour ça que je dis qu'à l'arrivée, ce qui compte, c'est le parcours et pas forcément la cible à atteindre. Et donc de se mettre en mouvement. Et c'est vrai que par rapport à la citation que tu m'as donnée, c'est essentiel dans tout objectif qu'on peut se donner. Le plus important, c'est évidemment la constance, la discipline. Et je vais te dire, moi, j'ai la chance d'avoir fait beaucoup de choses aujourd'hui professionnellement et puis peut-être dans ma vie privée aussi. Mais pourtant, à la base, je suis pas quelqu'un qui suis hyper énergique, dynamique. J'ai plutôt tendance aussi à procrastiner. Et c'est pour ça que toujours, je me suis fixé de nouveaux objectifs. Et peut-être qu'il y a une règle que je me suis donnée et que j'essaie aussi d'inculquer à mes enfants. C'est forcément quand on commence quelque chose, on va au bout. On n'abandonne pas. Si on a des engagements, il faut y répondre. Ainsi, si tu te lances dans un projet, alors au moins ça te sort de cette procrastination, de cette torpeur, tu fais les choses, mais il faut vraiment se donner la discipline et la constance lorsqu'on s'engage dans quelque chose d'aller jusqu'au bout. Et je pense que lorsqu'on se donne ce genre de moyens, à l'arrivée, il y aura toujours des éléments positifs, il y aura toujours des choses qu'on va apprendre, on va progresser. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, mais comment alors expliquer que je pense que beaucoup de gens euh, font des choses, sont dans une situation qui peut-être les épanouit pas pleinement, mais ils restent dedans alors qu'ils ont probablement, moi je pense que tout le monde a un rêve, tout le monde a des rêves, des objectifs, des passions. Et si tu dis que tu n'en as pas, pour moi, c'est que tu n'as pas pris le temps de chercher quelles sont-elles.
comment expliquer que certaines personnes préfèrent rester dans leur vie actuelle au risque de jamais, aller chercher, ce qu'elles veulent réellement faire en fait et de se dire: «Bah non, j'ai trop peur de ça, j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur que si je fais ça, je perde le confort, la sécurité, que les gens me jugent si je rate, et si je rate, qu'est-ce qui va se passer?» et cetera. Alors, tu as déjà répondu en partie à la question. C'est évident que ce qui nous freine dans ce qu'on peut entreprendre, c'est la peur. La peur de mal faire, la peur de se planter, la peur du regard des autres. Et ce qui est absolument affolant, c'est de se rendre compte, en fait, 99% de nos peurs ne sont pas réelles. Il y a un réel pourcent, ce petit pourcent de danger qui existe, hein. Il ne faut pas être un casse-cou, faire n'importe quoi. Il ne faut pas non plus se lancer tête baissée dans des projets si on n'a pas vraiment réfléchi non plus à tous les tenants et les aboutissants. Mais c'est évident que c'est cette peur qui va nous braquer. C'est Jean-Paul II qui disait n'ayez pas peur, parce que ça correspond vraiment à tous les, je veux dire, à tous les secteurs de notre société. La peur des autres qui va nous empêcher de voyager, qui va nous empêcher d'aller voir notre voisin, de l'inviter à manger chez soi. La peur de l'échec qui va nous empêcher d'entreprendre, la peur d'être rejeté qui va nous empêcher peut-être d'aller parler à cette fille qui nous plaît. Toutes ces choses, toutes ces peurs, malheureusement, elles peuvent nous paralyser. Elles sont souvent liées, évidemment, à notre éducation, à la manière dont on a été élevé. On n'est jamais finalement que la somme de nos failles qui sont elles-mêmes les failles de nos parents, qui sont elles-mêmes les failles de leurs parents. Donc on est quelque part dans un processus qui se reproduit. Et donc à un moment, il faut casser ce processus. Je sais que tu aimes le sport, hein, donc il y a beaucoup de choses moi qui m'ont été apprises par le sport. Et quand j'avais 15 ans, donc c'était en 1994-94 pour les Français qui nous regardent, donc c'était il y a très longtemps. J'étais parti, j'avais eu la chance de mettre toutes mes économies de côté pour partir faire des camps de basket aux États-Unis. J'étais parti à l'université de Connecticut, de Syracuse aussi. J'avais fait 4 semaines de camp de basket. Et je me rappelle avoir 15 ans et être dans cette grande salle de sport où il y avait 300 gamins assis par terre. Et il y avait un coach très charismatique au milieu de tous ces jeunes. Et pour la première fois de ma vie, j'entendais quelqu'un qui me disait ayez confiance en vous, parce que si vous n'avez pas confiance en vous, personne n'aura confiance en vous. Et c'est étrange parce que je me suis rendu compte par la suite que oui, évidemment, c'était un stage sportif, mais c'est aussi une forme de propagande. Et ça fait partie aussi de la culture américaine, cette confiance en soi. L'Amérique, c'est basé sur les rêves américains, à savoir de réussir en partant de zéro. Culturellement, ça fait partie vraiment de leur ADN. Mais moi, du haut de mes 15 ans, c'est la première fois que j'entendais cette phrase, d'avoir confiance en soi. Chez nous, en Europe, en France, en Belgique, c'est des choses qu'on n'entend pas souvent. On a plutôt tendance à nous dire d'être humble, d'être discret, d'être modeste. Quelqu'un qui va peut-être trop en montrer va être montré du doigt comme quelqu'un d'arrogant. Alors évidemment, il faut lutter contre l'arrogance, mais je pense que la confiance, c'est pas de l'arrogance. Et effectivement, cette confiance en soi, pour en revenir à cette question de la peur, c'est elle qui va nous permettre justement d'accéder à certaines choses, de prendre des risques, de sortir de sa zone de confort. C'est absolument essentiel de sortir de sa zone de confiance, c'est absolument essentiel de sortir de sa zone de confort si on veut faire des choses qui vont nous sortir de l'ordinaire. Et pour ça, il faut avoir cette confiance, ne pas avoir peur de perdre, se dire que si on échoue, on se relève, hein. On dit souvent, hein, tomber 9 fois, se relever 10 fois. Et effectivement, moi, dans mon parcours, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est simplement un moment de se lancer. On est au bord de la piscine, au bord du tremplin, et puis il faut se lancer. Et donc, il ne faut pas hésiter. On en revient à ce que je disais au début. Juste do it, juste fais-le, fais les choses, parce que peu importe le résultat, ça va t'apporter quelque chose de positif parce que tu vas progresser. Cependant, Sylvain, euh, on n'est pas tous censés être des bêtes de compétition, réussir des grandes choses, être médiatisés. Donc attention aux discours qui vont nous dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Moi, je trouve que quelqu'un qui a pour ambition d'avoir une vie tranquille, d'élever ses enfants, d'avoir sa vie privée, sans être dans le succès permanent, il a aussi quelque part réussi sa vie. Donc on n'est pas là pour dire ce qui est bien, ce qui est mal, de mettre une échelle de valeur. Chacun va y trouver son bonheur là où il pense. On n'est pas tous dans la compétition, tous dans le succès absolu. Et il ne faut pas forcément avoir des succès absolus pour réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est vivre en concordance avec ses valeurs. C'est ça le plus important. Donc une question qu'on doit se poser lorsqu'on est un jeune adulte, c'est quelles sont mes valeurs?
quels sont mes principes. Parce qu'on peut avoir envie de réussir sa vie, d'être heureux, mais je pense que un élément important pour être heureux, c'est d'être en concordance avec ses propres valeurs. Et pour ça, il faut les connaître. Ensuite, j'aurais envie d'ajouter quelque chose par rapport à ta question, c'est que je me rends compte que ta génération, mais peut-être aussi les plus jeunes que toi, ils vivent dans un environnement qui est fait forcément de réseaux sociaux. Ils scrollent à longueur de journée. Ils voient des gens qui réussissent, ou en tout cas qui prétendent réussir. Et donc, ils se mettent quelque part des standards assez élevés. Et j'ai le sentiment, moi, dans votre génération, parce que j'ai parfois des stagiaires qui viennent ici à nos côtés, ou des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, que finalement, peu importe où ils sont jamais totalement satisfaits. Parce que ils sont dans une espèce de réflexion permanente sur le bien-être, sur la réussite, sur le succès à atteindre. Et donc, ils se comparent. Et donc, ils analysent quelque part le moment T où ils sont pour le moment, et ils se disent, mais finalement, c'est pas vraiment ça que je souhaite atteindre, c'est pas vraiment mon accomplissement. Et je pense que moi, en tout cas ma génération, quand j'ai commencé, on se posait pas tellement de questions comme ça. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'étais content de trouver un emploi à la RTBF, la chaîne publique belge, et je réfléchissais pas tellement au sens de la vie, au bien-être. Je travaillais, j'étais fier de travailler, de pouvoir gagner ma vie, et sans trop me poser de questions. Et les choses sont arrivées les unes après les autres, justement en osant certaines choses, en relevant certains défis. Et c'est pour ça, on en revient à ce que je disais au début, que c'est à la fin de la partie qu'on compte les points et qu'on se rend compte en fait du bilan. Et qu'aujourd'hui, je peux dire, ouais, je suis épanoui, je suis satisfait, je suis très content de ce parcours, ça n'a pas toujours été simple. Mais si je m'étais posé la question à 23 ans, 24 ans, quand j'ai commencé, est-ce que je suis heureux maintenant dans ce que je fais? Est-ce que je ne serais pas plus heureux en faisant des grands documentaires, ce que je fais aujourd'hui, hein? Ben, sans doute que j'aurais été déçu. Et donc parfois, il ne faut pas trop se poser de questions, faire les choses, avancer, et se dire que finalement la satisfaction elle arrivera au bout. Faut se faire du mal aussi parfois. Mhm. Et j'aime bien savoir un petit peu comment s'est passé l'enfance, l'adolescence, parce que je pense que c'est un peu les bases qui te mettent pour la suite de ta vie. T'étais comment enfant, adolescent? Est-ce que ces périodes étaient faciles à vivre pour toi? Est-ce que tu étais un garçon solitaire, rêveur? Est-ce que le système scolaire te correspondait? Un peu savoir tout ça. Euh, alors moi mes parents se sont séparés quand j'étais gamin, j'avais à peine 6 ans, et je me rappelle qu'à mon époque j'étais un des rares dans mon village à avoir des parents séparés. Je me souviens que dans la classe, l'instituteur disait: «Bah, regardez François, si vous voulez la définition du terme divorce que les enfants ne connaissaient pas, parce que quand moi j'étais petit, les parents ne divorçaient pas, eh bien c'était François». Donc je me suis senti peut-être un peu différent. Il faut savoir que du côté de ma mère, c'est beaucoup d'artistes, des peintres, des photographes, des musiciens, et du côté de mon père, c'est beaucoup de commerçants. Et donc quelque part, je pense avoir grandi avec une espèce, comme mes parents étaient séparés, avec une éducation qui était un peu partagée et très différente d'un côté comme de l'autre, ce qui m'a permis, en grandissant, parce que j'ai vécu parfois dans des situations financièrement compliquées avec ma maman, et par contre avec mon père c'était très différent. J'ai été mélangé à toutes sortes de milieux différents. Ben, le sport, on en a parlé, le milieu artistique, dans le milieu des études, etc. Et donc, je pense que en grandissant, j'ai eu cette capacité à m'adapter assez facilement à tous les types d'abord de situations et à tous les types aussi de milieux sociaux. Ce qui me permet maintenant dans mon métier de journaliste, de reporter, eh bien d'être finalement assez à l'aise facilement, peu importe les situations. Et puis effectivement, le sport est arrivé dans ma vie quand j'ai commencé à 8 ans le basketball. Et le sport, ça a vraiment été une école de la vie primordiale, parce que tu apprends à vivre, enfin, surtout le sport collectif, tu apprends à vivre avec les autres, tu apprends la dynamique de groupe, tu apprends aussi les efforts, la discipline. Tu te rends compte assez rapidement que en fait, les résultats dépendent des efforts que tu vas produire. Je me rappelle que moi, quand j'ai commencé, j'étais pas spécialement très très bon, mais j'avais un cousin qui était professionnel de basketball, qui était plus âgé, forcément plus âgé que moi, et qui m'a transmis beaucoup beaucoup de valeurs, et qui me disait voilà, si tu t'entraînes l'été, quand tu reviendras en août ou en septembre, eh bien tu verras la progression sur les autres joueurs qui eux ne s'entraînaient pas. Et quand j'ai fait ce camp de basket aux États-Unis, il y avait le camp de John Stockton. Tu connais le joueur John Stockton, qui était Non.
Alors John Stockton, c'est une légende de la NBA. C'est le meilleur distributeur d'assists de l'histoire de la NBA. Il a 5000 assists en plus que le deuxième. C'était donc, il faisait pair avec Karl Malone. C'était le meilleur distributeur. Record historique d'assists, record historique d'interceptions. John Stockton, c'était un petit distributeur blanc qui sortait de sa campagne et qui est devenu une légende du basket. Et John Stockton, il donnait des camps de basketball. J'ai participé à un de ces stages. Et il disait, si tu t'entraînes pas, quelqu'un d'autre s'entraîne à ta place, quelque part. Donc ouais, ça paraît évident qu'il y a toujours quelqu'un qui s'entraîne. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux progresser, tu dois travailler plus que les autres. Et donc le sport, c'est une école de la vie en soi. Il n'y a rien qui est donné gratuitement. Si tu veux des résultats, il faut bosser. C'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants. Euh, c'est pas toujours évident. C'est des efforts, c'est une discipline, c'est une constance. Tiens, je vais te donner une anecdote. Je suis parti faire un reportage dernièrement à New York et j'ai pu me rendre dans le Gleason Gym, qui est une salle de boxe où sont passées toutes les grandes légendes de la boxe. Mohamed Ali, Mike Tyson, ils ont tourné des films là-bas. Et donc j'y suis allé 2 fois. Une première fois, et j'avais vu une jeune chinoise qui s'entraînait. Et quand j'y suis retourné 3 ou 4 mois plus tard, j'ai revu la même chinoise qui s'entraînait. Et en fait, c'est une fille, on m'a expliqué par la suite, qui était 3 fois championne du monde. Elle est arrivée avec son sac à dos, tranquille. Elle a fait son vélo, tranquillement. Elle a fait ses étirements, tranquillement. Elle a fait ses exercices, tranquillement. Et en fait, tu te rends compte en observant des grands champions comme ça, que le succès, il est dans la routine, en fait. C'est un moment que le sport, ou peu importe la discipline, ne soit même plus vraiment vu comme un effort, mais comme une routine, quelque chose qu'on va reproduire de manière systématique sans tellement se poser de questions. Et c'est à ce moment-là que ces gens deviennent des athlètes de haut niveau, parce qu'ils installent une routine dans leur quotidien, quelque chose qu'ils ne considèrent plus vraiment comme un exercice, mais comme quelque chose d'indispensable pour progresser. Tout ça pour en revenir effectivement au fait que, en grandissant, les valeurs du sport, elles ont été essentielles. Se rendre compte aussi que par ce sport collectif, que une équipe, et ça j'essaie de le transmettre aussi dans mon travail aujourd'hui de journaliste, j'ai la chance d'avoir une équipe autour de moi. Une équipe, c'est pas une somme d'individualités. Ça veut dire que tu peux prendre les 5 meilleurs joueurs de la région, les mettre dans la même équipe de basket, ce ne sera pas forcément la meilleure équipe du championnat. Il faut aller chercher des gens qui vont avoir des valeurs communes, qui vont vouloir progresser ensemble, qui vont être sur la même longueur d'onde, qui vont respecter la même discipline. Moi, je me rappelle une année, on avait été chercher, je jouais à l'époque à Loyers, tu connais peut-être, on avait été chercher le meilleur joueur de la région, et c'est un gars qui était extrêmement doué, sauf qu'il n'aimait pas s'entraîner. Et donc, il venait un peu quand ça lui chantait. Et le coach, qui ne partageait pas les valeurs dont je t'ai parlé, estimait que comme c'était le meilleur joueur, il devait jouer. Et donc peu importe finalement qu'il arrivait parfois en retard, qu'il ratait des entraînements, effectivement il était meilleur que nous et donc il jouait. Mais forcément ça a inscrit une espèce de mauvaise ambiance, de sentiment d'injustice, de frustration. On a perdu la cohésion d'équipe. Et donc on avait beau avoir le meilleur joueur, on a perdu beaucoup de matchs. Et des années plus tard, j'ai eu un autre coach qui, lui, avait mis comme règle, voilà, ceux qui sont là, qui s'entraînent, qui sont à l'heure, ils joueront. Et donc forcément, tu installes directement une discipline. Et il n'y a pas, et peu importe si on perd 10 matchs d'affilée, c'est ceux qui seront là, qui auront respecté les règles et qui auront été disponibles, qui joueront. Et résultat des courses avec cette équipe-là, on a gagné le championnat. Tout ça pour te dire de nouveau que une équipe, c'est des gens qui partagent les mêmes valeurs et qui sont prêts à travailler ensemble pour grandir ensemble, évoluer ensemble et conquérir ensemble. Et donc ça, c'est de nouveau une valeur du sport que j'ai acquise dans le sport et que je reproduis ici dans mon équipe, par exemple pour l'émission que je produis. Et effectivement, ça donne des résultats. Voilà, je parle beaucoup. Donc voilà, donc mon enfance, pour en revenir à ça, c'est à la fois grandir dans un milieu hétérogène et donc d'avoir cette capacité à m'adapter. Le sport comme lien social. J'ai toujours été assez à l'aise socialement. J'avais pas mal d'amis, mais j'avais cette obsession pour le sport qui m'est restée aujourd'hui. Mais par exemple, tout à l'heure, on parlait
aux États-Unis, on veut mettre un focus sur cette confiance, de se lancer, de partir de rien et d'atteindre des choses. J'ai l'impression que le système scolaire, chez nous, n'est pas spécialement là-dedans. Au final, moi, j'ai cette impression que quand tu sors de l'école, on t'apprend pas à être confiant toi-même. On t'apprend, oui, à étudier des choses par cœur, à avoir la moyenne, et si tu ne l'as pas, on te fait comprendre que tu dois peut-être changer de direction, aller dans un autre type d'école plus manuelle, comme si les personnes manuelles étaient inférieures aux personnes intellectuelles, alors que peut-être que les personnes manuelles, au final, sont celles qui sont les plus épanouies parce elles lancent plein de choses et foncent à fond dans leurs projets. Enfin, c'est des questions que je me dis, mais comment, alors qu'en fait, on t'apprend parfois pas toujours les choses qui sont essentielles et qui vont t'aider à être plus épanoui et à faire ce que tu veux réellement faire de ta vie et pas suivre peut-être le moule un peu de la société. Ouais, alors c'est sûr que on est une société qui pendant longtemps a dévalorisé les professions manuelles, techniques, et ce qui est très dommage parce que effectivement, il faut tout pour faire un monde et trouver aujourd'hui un bon plombier ou un bon électricien, c'est crucial et je pense que ça change un peu. Heureusement, ça change un peu actuellement, enfin j'ai l'impression de le constater. Mais faut pas oublier aussi que tu parles de l'école, mais les parents ont leur rôle à jouer aussi, hein. C'est aux parents à accompagner leurs enfants, à être à leur écoute, à les encourager, à aussi mettre des règles, parce que éduquer, c'est aimer, c'est soutenir, mais c'est aussi mettre des règles qui sont parfois difficiles à faire passer ou à comprendre, mais qui sont absolument cruciales, et les enfants sont en demande de ça. Donner confiance aussi, c'est le rôle des parents. Et je pense que petit à petit, peut-être la société va quand même évoluer. Effectivement, vous êtes une génération bercée dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils n'ont pas de frontières. Donc ce genre, comme le podcast que tu réalises, c'est des choses qui transmettent. Moi, quand j'étais gamin, tu sais, tu n'avais pas tout ça. Enfin, j'ai grandi dans les années 80-90, donc internet n'existait pas. Et donc, si tu étais gamin dans ma génération et que tu voulais apprendre des choses, il fallait aller à la bibliothèque, il fallait demander à un oncle, à un cousin, il fallait tomber sur les bonnes personnes. Parfois, tu étais mal encadré, mal entouré. Et donc, c'était compliqué. Tu sais, je me rappelle que quand j'étais gamin, je pense à ça parce qu'aujourd'hui, il y a sur les réseaux sociaux des milliers de choses sur la nutrition, sur comment prendre de la masse musculaire, les protéines, les régimes. Quand j'étais gamin, je me rappelle que pour le basket, hein, je faisais du basket intensément, on m'avait conseillé de prendre du poids vers 16-17 ans et je ne savais pas comment. J'avais aucune idée de comment prendre du poids. Les protéines, c'était pas un mot qu'on utilisait dans le vocabulaire de tous les jours. On mangeait de la viande, on mangeait des œufs, on mangeait toutes sortes de choses, des légumes, etc. Mais on parlait pas en termes de protéines, de glucides, de lipides, on savait pas. Et je me rappelle qu'un jour, un coach me dit tu devrais essayer de prendre des protéines, mais on n'en trouvait même pas sur le marché. Donc j'étais allé dans un petit commerce d'alimentation un peu bio et elle m'avait donné des protéines qui étaient des protéines pures, dégoûtantes, toutes brunes comme ça et je ne savais pas comment les manger. Donc c'est pour te dire que quand même, votre génération, évidemment il y a des choses négatives dans les réseaux sociaux, mais il y a aussi plein de choses positives. À savoir que vous avez une mine d'or d'informations, de choses pour grandir, évoluer, des tutos sur à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, si à un moment, des jeunes veulent évoluer, veulent grandir, et qu'ils sont bien accompagnés, qu'on leur donne la confiance, ou même qu'on leur donne pas la confiance, mais qu'ils la trouvent à travers des programmes comme le tien ou d'autres, eh bien, c'est quand même un avantage par rapport à notre génération. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Mhm. en partie, Ouais. mais il y a du pour et du contre, je pense. Et donc, toi, tu le disais, tu es reporter, tu voyages beaucoup. Ouais. Tu as une émission Un monde à part. Déjà, peut-être expliquer quel est le but de cette émission et si c'est toi qui as inventé cette émission. Ouais. C'est une émission que j'ai inventée, il y a 4 ans, parce que je présentais un programme précédemment qui s'appelait C'est à la une, qui est un magazine de reportage tous les samedis en fin de journée en Belgique. Et du jour au lendemain, ce programme que je présentais depuis 5 ans a été arrêté parce que la direction voulait récupérer des moyens financiers pour investir dans les réseaux sociaux. Et donc c'était assez justifié. Bien évidemment, moi j'étais assez frustré parce que mon programme que j'avais développé, que j'aimais, ça se passait bien, les équipes se portaient bien, eh bien, il s'est arrêté du jour au lendemain alors qu'il faisait de très bonnes audiences. Tout ça pour te dire qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait.
Alors, face à cet échec, on parlait tout à l'heure des échecs, des obstacles, alors soit tu te dis, c'est dégoûtant, ils n'ont rien compris, c'est injuste, et tu t'enfermes dans ton coquillage, soit tu décides, ben voilà, il s'est passé quelque chose d'inattendu, est-ce que c'est pas peut-être une opportunité pour rebondir et faire autre chose? Et c'est comme ça que je me suis dit, tant qu'à proposer un programme, un nouveau programme, autant faire quelque chose qui me plaît vraiment, qui me ressemble et pour lequel je vais prendre du plaisir à travailler au quotidien. Et donc je me suis un peu imaginé un programme sur mesure. Moi j'ai toujours adoré les voyages, je pourrais t'en parler aussi longuement. J'ai ça depuis toujours en moi. J'ai toujours adoré les voyages. Je fais de la télévision depuis 20 ans. Je faisais de la présentation aussi, de la production. Et donc j'ai pu faire la synthèse de toutes ces compétences, entre guillemets, pour proposer un monde à part. Mais comme je t'ai dit, on avait arrêté mon programme pour les réseaux sociaux. Donc il fallait que je prenne cette donnée en compte. Et donc j'ai voulu imaginer un programme qui s'inspirait des réseaux sociaux pour faire de la télévision. Alors que d'ordinaire en télévision, on fait des programmes de télé qui sont imaginés pour la télé, pour un public qui est devant la télé, et ensuite on les découpe pour les proposer sur les réseaux sociaux. Ce qui marche généralement pas trop bien, parce que les réseaux sociaux ont leur propre langage. Les vlogueurs, les youtubeurs, les instagrammeurs, ils ont un langage différent. Et donc moi je me suis dit, je vais essayer d'imaginer un programme de voyage qui sera plus basé sur le vlog, où je me filme avec une selfie cam, où je vais à la rencontre des gens, où je suis en immersion, pour ensuite le proposer comme programme de télé, parce que vous voyez sans doute ce qui est diffusé sur Instagram, éventuellement sur Facebook. On a 500 000 followers sur Facebook. D'ailleurs, si vous allez sur Facebook, vous verrez des séquences beaucoup plus longues que les petits extraits d'Instagram. Mais on a aussi un programme de télévision qui est diffusé tous les dimanches soirs d'été à la RTBF, donc en télé. Et donc j'ai proposé ça. J'ai eu la chance que donc un monde à part, le nom m'est venu comme ça en jardinant, figure-toi. Et j'ai eu la chance en fait qu'un programme historique de voyage à la RTBF qui s'appelait Les Carnets du Bourlingueur, peut-être que tu as entendu parler de ça, il s'arrêtait. Et donc ils avaient besoin de quelqu'un pour le remplacer. Donc là, les étoiles se sont alignées. Et donc j'ai pu faire mon programme qui réussit à la fois en télé et donc sur les réseaux sociaux. Et tu dirais que c'est quoi que tu aimes le plus, que tu vas chercher dans le voyage? Alors, donc moi, je te dis, hein, je suis passionné de voyage depuis toujours. Et, euh, et quand tu fais ton premier grand voyage à 18 ans, 19 ans, parfois certains c'est plus jeune, d'autres plus tard, tu as ce premier choc culturel. Ce choc culturel, c'est quoi? C'est ce moment où tu as l'impression de débarquer sur une autre planète, où tout te semble différent. Ce que tu vois, ce que tu ressens, les odeurs, les gens, le langage qui est autour de toi. Et donc, tu as cette émotion du choc culturel qui est très forte chez les amoureux de voyage. Le problème, c'est que plus tu voyages, plus forcément tu t'habitues à ça, et donc tu perds ce sentiment de choc culturel. Et donc moi, ce que j'aime à travers un monde à part, c'est justement d'aller chercher ces lieux étonnants, insolites, hors du commun, ces professions vraiment extraordinaires, qui me replongent dans ce moment où je me dis, waouh, qu'est-ce que je fais là? Je suis pas censé être là. Il n'y a rien qui me pousse à être dans cet endroit, et pourtant j'y suis. Et je ressens cette émotion. Parce que, faut le savoir, hein, les gens voient la face émergée de l'iceberg, mais il y a tout ce qu'il y a en dessous. C'est beaucoup de travail, beaucoup de déplacements, les décalages horaires, de l'organisation, du montage. Enfin, tu sais ce que c'est. C'est pas uniquement le moment qu'on passe ensemble, il y a tout ce qu'il y a autour. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup de contraintes. Hein. Les gens se rendent pas toujours compte. Et je pense que beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place, s'ils y étaient après 2, 3 mois, ils auraient envie d'arrêter parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Mais moi, je fais tout ça, pour ce moment où je ressens cette émotion du voyageur. Et après, cette émotion, je peux la partager avec le public. Et puis, on a beaucoup de retours très positifs. Donc c'est vraiment ça, je pense, que je recherche. Et évidemment, tu rencontres plein de cultures différentes, tu vas dans plein de pays différents. Est-ce que certains voyages, ou peut-être tous, hein, ont changé ta vision sur des choses de la vie en particulier, et si oui, lesquelles? Bien sûr, tout le temps. Tout le temps, en fait, c'est vraiment un processus permanent. Voyager, c'est se rendre compte que ce qu'on vit, nous, chez nous, eh bien, c'est pas la science universelle. Il y a d'autres personnes qui vivent autrement, qui ont d'autres modes de vie, qui ont d'autres religions, qui ont d'autres cultures, qui ont d'autres peurs, qui ont d'autres angoisses, qui ont d'autres croyances, qui ont d'autres espoirs. Encore maintenant, ça m'arrive très souvent de voyager en Asie, en Amérique du Sud et au Proche-Orient, et je me rends compte en fait qu'il y a des sociétés qui sont tournées vers l'avenir,
qui ont envie de trouver des solutions au réchauffement climatique, qui ont envie de s'en sortir, de se développer. Alors qu'effectivement, nous, en Europe, on a plutôt tendance à se tourner vers le passé, à se dire c'était mieux avant, l'avenir est sombre, comment est-ce qu'on va sortir de là? Et donc voyager, c'est ça, c'est se rendre compte qu'il y a d'autres mentalités. Et moi, effectivement, ça m'a complètement changé. Mon premier grand voyage, c'était donc au Népal, quand j'avais 19 ans. Et donc j'ai eu ce choc culturel et ma mère vous le dira, je suis rentré complètement changé. Vous savez, en plus j'ai étudié ensuite l'anthropologie. On essaie de lutter contre l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est quoi? C'est considérer que le monde dans lequel je vis, c'est le seul monde qui existe et que tout ce qui est différent est bizarre ou n'a pas lieu d'être. Eh bien non, il faut lutter contre ça et ça permet effectivement de se remettre soi-même en question, de lutter contre, on en revient, nos peurs et d'aller vers les autres. Mais c'est vraiment, c'est une richesse, hein. Je pense que si je peux conseiller à des jeunes qui se cherchent un petit peu, qui savent pas trop quoi faire, qui ont un peu peur de l'avenir, eh ben, mettez un peu d'argent de côté, faites un grand voyage, allez à la rencontre des autres, et puis vous verrez, vous en ressortirez grandi. Et est-ce que tu conseillerais de voyager en groupe ou tout seul? Je conseillerais d'abord de voyager, enfin, les deux sont bien, mais non, évidemment, je pense que tu connais ma réponse. Voyager seul, c'est se confronter à l'autre, c'est aller vers l'autre, tu n'as pas le choix. À un moment, évidemment, tu peux rester dans ta coquille tout le temps, mais quand tu voyages seul et que tu es jeune, tu vas rencontrer d'autres voyageurs qui sont seuls. Tu vas aller vers les habitants, les locaux. Tu vas devoir pousser des portes. Tu peux faire le tour du monde en groupe et finalement n'apprendre que sur les gens qui font partie de ce groupe. C'est quand même dommage. On voit souvent à l'étranger des groupes mettons, de francophones qui vont que parler français, ils reviennent après un an aux États-Unis, ils n'ont pas appris l'anglais. C'est dommage. Donc évidemment, je peux conseiller de voyager seul. Maintenant, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Il faut pas aller partout seul. Il y a des endroits qui sont peut-être plus dangereux pour une fille. Certains lieux aussi peuvent être parfois plus dangereux, je pense. Donc il faut toujours bien se renseigner, bien se faire conseiller ou peut-être de voyager et puis sur place de rencontrer d'autres voyageurs. Donc là aussi, même si ce ne sont pas des locaux, on va apprendre de nouvelles choses, peut-être apprendre une nouvelle langue aussi. Donc je conseillerais dans un premier temps de voyager seul, de se confronter à l'altérité. Et moi, je trouve que quand je regarde plus trop, même pas du tout, tout ce qui est journaux télévisés, etc. Parce que j'ai l'impression que souvent, même que ce soit par écrit, journaux écrits, mes parents ont les journaux écrits, il y a beaucoup d'infos négatives, je trouve, et majoritairement même. Et c'est pour ça que je préfère plus les émissions. Bah, par exemple, ça rejoint un peu l'émission que tu fais. Tu connais évidemment Frédéric Lopez. Toutes les Mhm. émissions qu'il fait, je trouve ça hyper intéressant parce que ça ouvre des portes sur plein de choses. Il va à la rencontre des autres, un peu comme toi, des autres cultures. Il va à la rencontre des gens qui sont peut-être tes voisins et qui ont des belles histoires à raconter. Est-ce que toi, avec tous les voyages que tu as faits, tu trouves que le monde est aussi dangereux que l'impression qu'on peut avoir qu'il est dans les journaux? Alors évidemment non. Mais alors deux choses. L'actualité, c'est quoi? C'est évidemment parler du monde qui nous entoure et on parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, on parle jamais des chiens qui n'aboient pas. C'est un principe de l'actualité depuis toujours. Donc effectivement, lorsqu'on regarde des informations, surtout que maintenant il y a de plus en plus de médias, surtout en France, qui sont orientés politiquement et qui ont parfois aussi comment dire, une espèce de propagande aussi dans la manière dont ils traitent l'info, hein. Je parle de certaines chaînes thématiques ou en tout cas qui ne sont pas des chaînes publiques. Et donc effectivement, ça peut parfois être déprimant. Il existe de plus en plus ce qu'on appelle le journalisme constructif. Ça veut dire un journalisme. Alors c'est pas le journalisme des bonnes nouvelles, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire voilà, on vit dans un monde de bisounours, mais c'est un journalisme qui veut aussi parler des choses qui fonctionnent, des solutions, des belles histoires. Moi, quand j'avais développé C'est à la une, qui était mon programme précédent, j'avais une séquence qui s'appelait La Belge Histoire. Et chaque fois, on voulait mettre en avant des choses positives. Et effectivement, Frédéric Lopez, il s'inscrit là-dedans. Donc, c'est très positif. Alors, évidemment, euh,
le monde dans lequel on vit n'est pas aussi horrible que ce qu'on peut imaginer si on est uniquement orienté sur l'actualité. Moi, j'ai travaillé moi, hein, pour le journal télévisé pendant des années. J'ai fait beaucoup d'actu, j'ai travaillé pour l'international. Donc, par exemple, je te donne un exemple. C'est la révolution en Égypte, le coup d'État. Il y a les hélicoptères, les chars qui arrivent sur la place Tahrir. Toutes les caméras sont braquées sur la place Tahrir, qui est la place où se passe cette révolution. Évidemment, c'est ça l'actualité. C'est de ça dont il faut parler. Mais si tu vas 10 kilomètres plus loin, la vie suit presque son cours de manière tout à fait normale. Tu sais, et même ici, quand il y a eu les attentats à Bruxelles en 2015, il y a des gens qui n'osaient plus venir en Belgique parce qu'ils pensaient que la Belgique était devenue une terre terroriste et que le danger était partout. Donc, c'est pas uniquement à l'étranger. Donc, forcément, il faut avoir un peu de, comment dire, d'esprit critique, prendre un peu de distance, se rendre compte que l'actualité, c'est une chose et c'est important, mais que c'est pas pour autant qu'il faut avoir peur de se rendre partout, parce que dans ce cas-là, on se rendra nulle part, parce que des problèmes, il y en a partout. Donc, il faut être. Alors, je pense que quand même, hein, je voudrais pas avoir un discours qui soit trop étroit par rapport à ça. Je pense que c'est important pour les jeunes comme toi de rester quand même connectés à l'actualité et de quand même suivre des pages d'actualité qui seraient des pages qui ne sont justement pas orientées. Par exemple, nous, à la RTBF, on a une page de service public où on donne une actualité qui est neutre et qui est objective. Parce que le risque des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est effectivement qu'il y a un algorithme qui existe, un réseau social comme Instagram, et peut-être encore plus TikTok, parce que TikTok est en partie contrôlé par les autorités chinoises, ça faut le savoir. Mais Instagram, c'est donc, je dirais, c'est dirigé par des commerciaux, des gens qui veulent faire de l'argent. Et leur seul objectif dans la vie, c'est que tu passes le plus de temps possible sur leur réseau social. Parce que plus tu passes du temps, plus ils gagnent de l'argent. Et donc forcément, l'algorithme est imaginé de telle sorte qu'il va te proposer le contenu qui te plaît et qui va te garder scotché le plus longtemps possible devant l'écran. Et donc le problème, c'est que du coup, si tu t'enfermes dans un certain type de contenu, alors toi c'est du contenu qui est positif, hein, ou même ça peut être sportif, ou ça peut être des humoristes, ou ça peut être parfois de la propagande, ça peut être des contenus religieux, le risque c'est que tu vas vivre dans une espèce de vase clos où tu vas être tout le temps bercé dans la même information, dans le même type de contenu, et c'est très dangereux. Donc je donnerais quand même conseil aux jeunes d'aussi suivre, s'abonner avec des pages qui sont peut-être un peu différentes de ce qu'ils aiment, de ce à quoi ils... Parce qu'ils ne vont pas avoir le réflexe comme nous de regarder le journal télévisé ou d'écouter la radio. Ils vont être en permanence sur le réseau social. Et donc, il faut quand même garder un œil sur l'actualité, parce que ça nous concerne, ça fait partie, même la politique, hein, ça fait partie des choses qui nous concernent au premier plan. Les gens pour qui on va voter ou ne pas voter, si on ne se rend pas aux urnes, eh bien, c'est des gens qui vont déterminer notre avenir. Il faut quand même garder ça en tête quand on est jeune, de se dire, oh là là, ok, ça me plaît pas, mais je dois quand même, même si j'aime le contenu positif ou drôle ou amusant ou quoi, ou sportif, garder quand même un œil sur le monde qui m'entoure. Mhm. Et parfois, on peut demander, se demander est-ce que l'argent fait le bonheur, etc. Et peut-être que quand on regarde la population de chez nous, la plupart des gens ont des choses matérielles, ont un certain confort, ont un toit, peuvent manger, boire, etc. Et des fois, tu pourrais te dire, si tu vas dans les transports en commun le matin, t'as pas l'impression que les gens rayonnent de bonheur, la majorité des gens sont hyper heureux, etc. Est-ce que durant tes voyages, si tu as pu rencontrer des populations qui sont plus pauvres, qui ont moins de confort, moins d'argent, moins de tout ça, est-ce que tu trouves qu'elles sont plus heureuses? Après, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais est-ce que tu as pu prendre des prises de conscience sur tout ça et te dire peut-être qu'en fait, avoir trop, c'est peut-être néfaste pour l'humain? Alors évidemment, on peut jamais faire de généralité. Et on dit souvent, oui, les gens qui n'ont rien donnent tout, ou bien et les gens qui n'ont rien, ils savent profiter de l'instant présent, être heureux. Je ferai jamais de généralité, parce que la pauvreté, la grande précarité, la détresse humaine, ça ne peut pas procurer du bonheur. Les conflits, l'absence de biens de consommation, de biens matériels, ça ne peut pas générer du bonheur. Donc c'est pas là quelle est la question. C'est pas une équation
plus j'en ai, moins je suis content. En revanche, ce qui crée, je pense, une forme de bonheur ou de satisfaction, c'est la vie sociale. Euh, de qui est-on entouré? Avec qui parle-t-on? Avec qui partage-t-on un café le matin? Est-ce que on appelle nos parents? Est-ce que on lit une histoire à nos enfants? C'est là que se trouve le bonheur. Est-ce que on parvient à réaliser la chance qu'on a? Alors c'est vrai, tu as raison. Nos sociétés actuelles, ça fait tellement longtemps qu'on vit dans ce confort qu'on ne se rend même plus compte de la chance qu'on a. Et effectivement, ça c'est un mécanisme humain. C'est lorsqu'on manque de quelque chose qu'on se rend compte de son importance. C'est dans les relations humaines et dans les relations matérielles. Euh, Et je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux et surtout depuis l'apparition de ces smartphones qui nous accompagnent partout, ont enfermé les gens dans une forme de solitude. Effectivement, dans les transports en commun, tout le monde est braqué sur son propre petit contenu et donc il n'y a plus d'interaction sociale. Donc c'est peut-être là euh, que se trouve une des clés. Pour être heureux, je pense qu'il faut des rapports, il faut avoir de quoi manger. Hein, donc, il ne faut pas croire que la pauvreté est une solution. Donc, il faut avoir de quoi manger dans son assiette. Il faut être en bonne santé, avoir des rapports humains et avoir de l'espoir. Avoir de l'espoir, des projets. La plus grande détresse que j'ai vue dans ma vie, dans mes reportages et dans mes voyages, c'est dans la première puissance mondiale, les États-Unis. C'est la réserve indienne de Pine Ridge. C'est quoi? Ce sont des populations autochtones, des indigènes, les Indiens, donc les premiers habitants des États-Unis, qui vivent dans des zones recluses et qui sont vraiment comme dans une prison à ciel ouvert. Et donc, pourquoi il y a de la détresse? Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Ils ne voient pas leur avenir. Ils sont baignés dans des choses médiatiques, YouTube, la télévision, les réseaux sociaux, où ils voient un monde idéal, et eux, ils n'ont pas accès à ça. Il y a du racisme aux États-Unis, et là-bas, il y a très peu d'argent. Ils ont juste de quoi subvenir à leurs besoins quotidiens. Eh bien, on a beau être dans la première puissance mondiale, c'est là-bas que j'ai vu la plus grande détresse parce que je pense que c'est surtout quand il n'y a plus d'espoir, qu'on voit plus vraiment de lumière au bout du tunnel, que les gens commencent vraiment à être malheureux. Donc c'est pas forcément lié. Il y a des gens très riches qui sont très heureux, il y a des gens très pauvres qui sont très, très heureux. C'est pas lié au bien matériel. Euh, donc c'est ça, c'est comment rendre espoir à toutes ces jeunes générations. Moi, c'est une question qui me taraude très souvent. Les jeunes, ils ne demandent que ça, c'est d'avoir un projet, d'avancer, de pouvoir voir l'avenir avec optimisme. Et c'est ça qui leur manque. Et je trouve que c'est notre responsabilité à nous aussi, parce que si nous, on ne s'en charge pas, d'autres vont s'en charger. Et quand je dis d'autres, c'est peut-être parfois des gens qui ont de mauvaises intentions. C'est parfois de l'obscurantisme, parce qu'on leur donne des réponses à des questions que la société ne leur donne pas. Et donc, je te donne un exemple. J'ai fait un reportage il y a 3 ans sur des adolescents polonais entre 13 ans et 18 ans qui chaque week-end font des entraînements militaires parce qu'ils ont peur qu'il y ait la guerre sur le sol polonais. Alors tu me diras, depuis, il y a eu l'invasion russe en Ukraine et donc on se rend compte que leurs craintes étaient peut-être pas tout à fait infondées. Mais c'est te dire que ces jeunes, ils cherchent une raison d'être, d'exister et des objectifs. Leurs parents sont partis, parfois ils ont leurs pères qui travaillent comme ouvriers en Europe de l'Ouest pendant qu'eux restent seuls à la maison. Parfois ils sont dans des camps, enfin en tout cas dans des écoles, dans des internats, et donc ils n'ont pas d'espoir. Et si un militaire toque à leur porte en leur disant: je vais vous donner de la discipline, je vais vous donner une raison, un combat commun qui est celui contre l'ennemi russe, c'est ça que je te voulais dire, que si nous on ne se charge pas de leur donner de l'espoir, d'autres vont s'en charger. Et ça peut être aussi parfois de l'obscurantisme religieux. Attention, hein, j'ai pas dit que les religions étaient mauvaises. Hein, il y a la religion est tout à fait. Moi, enfin, je veux dire, j'ai rien contre ça. Mais le problème, c'est quand des extrémistes viennent se viennent parler à une jeunesse qui en manque d'espoir et de repères par prosélytisme et pour les guider vers des choses qui sont peut-être pas tout à fait les jolis mots qu'ils entendent. Mhm. Et on peut le comprendre parce que c'était une jeunesse qui est perdue, qui est sans repère et qui ne sait pas trop vers quoi elle va.
elle peut être à l'écoute de ce genre de choses. Donc, voilà. Tu vois, hein, je fais beaucoup de paraphrases, hein, mais c'est un peu l'idée aussi, c'est d'avoir une réflexion plus globale. Je pense que c'est vraiment ça la clé d'une vie épanouie ou de bonheur, si on peut appeler ça le bonheur. Même si le bonheur, il se trouve dans les instants et pas forcément dans un état général. Les instants qu'on peut vivre, c'est d'abord des objectifs, une vie sociale épanouissante, être en accord avec ses valeurs et avoir de quoi manger au quotidien. Mmh. Et évidemment, tu as rencontré énormément de gens sur tous tes voyages. Est-ce qu'il y a certaines phrases ou que des personnes t'ont dit, qui t'ont marqué et peut-être même qui t'accompagnent encore, aujourd'hui? Oula, des phrases en particulier. Quand j'étais gamin, je suis parti au Népal, j'ai pu vivre dans un monastère bouddhiste pendant plusieurs semaines. Et là, on m'a appris le rapport justement aux choses matérielles et le rapport aussi à ses propres sentiments. Je me souviens d'un moine qui me disait, après je suis pas devenu bouddhiste, hein, mais je me souviens d'un moine qui me disait, voilà, si tu mets tous tes espoirs, tout ton amour, tout ton cœur dans une fleur, et qu'un jour quelqu'un vient couper cette fleur, qu'est-ce qu'il te reste? Tu vois? Donc les réponses, tu ne dois pas les trouver dans les choses extérieures, tu dois les trouver dans les choses intérieures, et ne pas te limiter à une seule raison d'être. Si déjà tu trouves les valeurs qui te correspondent et tu parviens à les suivre, eh bien ça pourra t'aider. Après, je te dis, cette phrase de ce coach américain qui dit: «Si vous n'avez pas confiance en vous, personne n'aura confiance en vous», elle m'a suivi aussi. Le fait de vivre à Cuba avec des gens, avec Cuba, tu connais, hein, c'est une dictature, et donc en plus il y a une espèce d'embargo américain sur le fait qu'il les coupe un petit peu de tout contact avec l'étranger, en tout cas d'une grande partie de ceux-ci. Donc c'est des gens qui vivent un peu dans une grande prison dorée. Et, euh, et quand tu te rends compte, cette phrase que j'avais écrite et qui est restée: pourquoi courir quand tu es né sur la ligne d'arrivée? Donc ça veut dire que eux, ils savent que leur possibilité de développement, elle est très limitée. Alors ils veulent vivre l'instant présent, ils n'ont pas d'autre choix, ils n'ont rien d'autre que l'instant présent. Et donc d'être capable parfois de vivre l'instant présent, de réaliser la chance qu'on a. Moi, ça m'arrive d'être avec mes enfants et d'essayer de prendre un instant, sans leur dire, hein, sans leur parler, en me disant, voilà, ce moment-là, inscris-le dans ton esprit, parce que dans 20 ans, quand ils seront grands, euh, tu voudras revivre ce moment-là. Et si tu ne l'inscris pas dans ta mémoire au moment où tu le vis, voilà, il va disparaître. Et donc de pouvoir vivre l'instant présent, ça fait aussi partie des choses que j'ai apprises dans le voyage. Est-ce que tu penses que pour vraiment arriver à apprendre à se connaître soi-même, on a besoin de passer par la solitude et des moments seuls? Hum, ouais, je suis assez convaincu de ça. Si tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps accompagné, tout le temps encadré de paroles, de sons, de bruits, d'échanges, tu te poses pas toujours les questions qui te concernent au premier plan. Et c'est là que le voyage en solitaire peut t'aider aussi, parce que tu te retrouves face à toi-même. C'est dur parfois, hein. Moi, j'ai voyagé seul, c'est dur parfois, hein. Et parfois, tu te dis, ce moment que je vis, j'ai envie de le partager avec quelqu'un. Mais finalement, quand tu parviens à vivre avec toi-même, tu sais, moi j'ai tellement voyagé maintenant, et puis encore aujourd'hui, j'ai plus aucun problème d'aller manger seul au restaurant. Ah, des gens qui vont te regarder, c'est bizarre celui-là, il mange tout seul. Ouais, ben, et alors? Je passe un bon moment, je mange bien, je réfléchis, je vais pas être sur mon téléphone pendant 1 heure, hein. Et donc c'est ça, si tu parviens un moment à être bien seul, ça veut pas dire qu'il faut se couper des rapports sociaux, hein, je te l'ai dit, c'est essentiel, hein, dans la vie de tous les jours. Euh, mais d'être capable de se retrouver seul aussi, c'est important, parce que c'est à ce moment-là que quelque part tu es en connexion avec qui tu es à l'intérieur. Et peut-être un conseil pour les plus jeunes, parce que je fais un peu le papy ici, mais c'est un peu pour ça que je suis là aussi. Moi, ça m'est arrivé d'avoir, dans mon adolescence, tout ça, des doutes, parce que tout se passe pas comme on a envie. Je t'ai dit, moi, je voulais être professionnel de basketball. À 18 ans, je suis parti aux États-Unis et j'ai crashé une voiture. J'ai eu un accident de voiture et du jour au lendemain, j'étais rapatrié. Et donc, j'ai pas pu faire mon rêve américain. Donc, mes rêves de basketball se sont
évanoui du jour au lendemain à cause de cet accident de voiture. Donc tu as des moments de doute, tu as des moments un peu de dépression où tu te dis mais pourquoi ça marche pas pour moi? Je pense que c'est important à ce moment-là justement de se mettre seul dans sa chambre, tu fermes la porte, tu prends une feuille de papier et t'écris tes objectifs et aussi comment tu peux t'améliorer. Ça ne veut pas dire que tu vas tout résoudre en une fois, mais au moins tu auras une idée claire sur les choses que tu veux accomplir. Et ensuite, tu mets en place une discipline, un plan. On dit souvent que si on échoue à planifier, ben, on planifie directement l'échec. Donc il faut planifier comment parvenir petit à petit à résoudre ces problèmes-là. Mais ces problèmes-là, c'est pas uniquement je veux réussir mon examen. Ça peut être je veux mieux parler à ma maman. Je veux ranger ma chambre tous les matins. Enfin, j'invente ici, hein. Mais c'est des choses assez simples. Et je pense qu'un jeune qui est face à ce genre de choses, qui est parfois dans une espèce de dynamique négative ou un cycle d'échecs, il doit sortir de cet échec par des petites réussites. C'est pas du jour au lendemain qu'il va tout réussir. Donc c'est un petit pas, une petite réussite qui va te redonner confiance, qui va amener une deuxième réussite. Des petites choses qui vont permettre un petit peu de casser cette discipline. Moi, j'ai une petite nièce, malheureusement, qui ne trouve pas son chemin. Elle a tendance à procrastiner. Elle a arrêté ses études, etc. Et plus elle avance, plus le temps passe, et plus finalement elle perd sa confiance en elle. Non. Et c'est une toute petite chose. Mais comme je disais au tout début de cet entretien, si tu t'engages, tu vas à fond. Tu ne veux pas dire je m'engage et puis j'abandonne. Non. Si tu décides de t'engager, alors tu dois faire la part des choses. Si c'est trop compliqué et trop complexe, tu ne te lances pas. Mais si tu décides de t'engager dans cette petite chose, tu le fais à fond. Et puis ça va t'amener un premier succès, puis un deuxième. Et puis petit à petit, tu vas être dans une dynamique plus positive. Et c'est comme ça que tu vas peut-être arriver à des choses qui vont t'apporter plus d'épanouissement. Mais c'est quoi aujourd'hui, toi, ta relation avec l'échec? Parce que par exemple, tu parlais de l'émission qui marche bien, et puis du jour au lendemain, on dit bah, on l'arrête, etc. Mais toi, direct, enfin, je pense que beaucoup de gens, après un épisode comme ça, bah, ça peut un peu peut-être pas te détruire, c'est peut-être un peu trop fort comme terme, mais te dire ah, c'est bon, de toute façon, voilà, ils ont voulu couper ça Ouais. fonctionnait bien, et toi, tu es parti dans un. Au contraire, ça t'a presque permis de. En fait, au final, c'est presque une chose peut-être positive. Il y a beaucoup de gens qui te diront que quelque part, ils recherchent l'échec. Parce que l'échec, c'est le début d'un nouveau commencement. Et de nouveau, on va en revenir au sport. Je me rappelle que quand tu fais une mauvaise saison, que tu n'es pas content de tes résultats, que ça marche pas, tu as tout l'été pour t'entraîner. Tu as tout l'été pour progresser là où peut-être d'autres qui, eux, ont réussi, vont profiter, faire la fête. Et donc, quand tu as cette discipline-là, l'échec, le jour où ça arrive, tu n'es jamais content, mais c'est aussi une espèce de petite flamme qui s'allume dans ta tête, où tu te dis, voilà, c'est le début de quelque chose, de nouveau. Et donc, ça va me permettre de me réinventer, de me remettre en question, de trouver de nouvelles solutions. Et ça devient presque une excitation. Moi, je connais des entrepreneurs qui ont gagné des fortunes et qui donneraient tout pour recommencer à 25 ans quand ils ont commencé et qu'ils étaient sans un sou, parce que c'est l'excitation de recommencer et de refranchir un petit peu. Euh, Tu sais, on dit parfois que quelqu'un qui se lance dans un régime, il est super excité, mais le jour où il atteint son objectif, il tombe en dépression parce qu'il n'a plus cette espèce d'objectif qu'il avait. Donc euh, il faut voir l'échec comme une opportunité de recommencer, de se remettre en question. Alors il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs, hein. Tu peux faire une erreur 2 fois, 3 fois, mais une fois, 2 fois, mais si tu fais la même erreur 3 fois, c'est que tu es quand même pas très, pas très perspicace. Mais par contre, l'échec, tu sais, c'est des poncifs ce que je te dis là. Alors, je ne sais pas si moi ça fait partie de mon existence, mais évidemment aux États-Unis, ils encouragent l'échec. Aux États-Unis, un employeur va regarder le CV de quelqu'un. S'il n'y a pas un ou deux échecs, ou si le mec s'est pas planté 2, 3 fois en tant qu'entrepreneur, ils vont pas le prendre parce qu'ils vont dire ce gars-là, il a peut-être pas appris des choses que quelqu'un qui a eu tout de suite tout dans la bouche sans faire d'effort. Donc l'échec, ça fait partie du processus. C'est une source de motivation. Ça permet de se réinventer. Mais pour ça, attention, très important, il faut pas avoir trop d'orgueil.
Alors l'orgueil, c'est quelque chose qui handicape beaucoup de gens, et surtout dans les jeunes générations. On est fier, on est orgueilleux. On ne veut pas montrer ses faiblesses, on ne veut pas montrer ses fragilités, on ne veut pas reconnaître qu'on peut se tromper. Il ne faut pas être trop orgueilleux. Dans tous les secteurs de la vie, il faut faire preuve de modestie, se remettre en question, recommencer et quelque part admettre son échec. Tu sais, quand j'ai eu mon accident aux États-Unis, que j'avais dit à tous mes copains que j'allais faire du basket et que j'allais revenir comme une star, et que je suis revenu après 3 mois, la queue entre les jambes, et qui rigolait quelque part du rêve américain déchu, j'étais pas fier. Hein. Il a fallu mettre son orgueil de côté, hein. Il a fallu mordre sur sa chic. Mais ça fait partie, de nouveau, je te le dis, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie du parcours, comme les Américains disent, de journey. Donc c'est tout ce parcours qui fait une vie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se poser de questions à l'instant T du bien-être, du sens de la vie, de l'accomplissement. Fais les choses, avance, pas par pas. Et si tu te plantes, tu recommences. Et c'est pas pour ça que tu es nul. Et ne perds pas cette confiance en toi. Ne permets pas à un échec de te remettre totalement en question, que ce soit même un échec amoureux. Parfois, tu tombes pas sur la bonne personne. Un échec professionnel, tu corresponds peut-être pas à cette discipline, mais que ça ne te remette pas complètement en question. Et quand tu as un échec, rappelle-toi de qui tu es, de tes valeurs, de ce que tu as déjà fait de bien, et puis remets-toi au travail. Tu penses que tout est écrit à l'avance dans la vie, par exemple ton accident de voiture aux États-Unis qui te permet de revenir, est-ce que tout ça c'est écrit? Non, je pense, honnêtement, je pense pas. On pourrait dire que c'est le destin. Non, non, je pense pas. Je pense que c'est les hasards de la vie. Et c'est toi qui écris ta propre histoire. Hein. Notre vie, elle est courte. On a de la chance de vivre sur une planète qui est incroyable. La vie sur Terre, c'est un miracle d'être là à cette période de l'histoire de l'humanité, sur cette toute petite planète perdue dans l'univers. C'est une chance inouïe, mais ça dure pas longtemps. Et donc c'est nous qui écrivons. Alors on va tous. Alors tu sais, c'est de nouveau. Ce que tu dis là, c'est intéressant. Oui, il y a des échecs. Et oui, ils peuvent nous déterminer. Ils peuvent avoir un impact sur notre futur. Il y a aussi des réussites. Et parfois, les gens disent, ouais, mais attends, lui, il a eu de la chance. Lui, quand même, moi, j'ai pas eu cette opportunité. On a tous, tôt ou tard dans notre vie, des opportunités, des chances, des occasions qu'on doit saisir. Et les gens qui disent qu'ils n'ont jamais de chance, moi, je veux bien voir leur parcours. Si, il y a un moment où la chance peut frapper à ta porte, et si elle ne frappe pas, tu vas aller la chercher. Donc, on aura tous des échecs, et on va se déterminer sur comment on y répond, et on aura tous des opportunités, on va se déterminer sur comment on les saisit. Et donc, je ne pense pas que tout ça soit écrit à l'avance. En revanche, la manière dont on y répond, c'est ça qui permet d'écrire voilà, son parcours. Tu m'as dit plusieurs fois ce que tu essayes d'inculquer à tes enfants. Moi maintenant, j'aimerais savoir si tu rencontrais ton toi qui a 5 ans, Ou en 5 ans. sachant tout ce qui s'ensuit dans ta vie jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, ça va être un beau voyage. à- Non, alors ça, c'est intéressant. La question, c'est que ça touche à la question qu'on pourrait dire du regret ou pas du regret. Donc, est-ce que si c'était à refaire, je referais pareil? Est-ce qu'il y a des choses que je changerais? Je pense que moi, personnellement, dans l'état actuel des choses, ma réponse, c'est si c'était à refaire, je referais tout pareil. Parce que si c'est pas le cas, ça veut dire que tu n'es pas satisfait de ta vie actuelle. Moi, si je devais changer une seconde de mon existence, ben, j'aurais peut-être pas les 2 enfants que j'ai et que j'aime. Pourtant, je suis passé, je vais pas passer de ma vie privée, mais je suis passé par des épisodes compliqués, parfois tragiques, difficiles. Mais ça fait partie de nouveau du parcours et qui ont fait cette relation que j'ai avec eux, l'amour que j'ai pour eux, qui ont fait aussi le métier que je fais aujourd'hui, les choses parfois compliquées, il y aura peut-être des petites choses que je referai autrement parce que on peut toujours mieux faire. Mais si je devais te croiser le petit garçon, mais peut-être que 5 ans c'est encore petit, mais mettons que si j'avais 11 12 ans, je lui dirais effectivement, aie confiance en toi, accroche-toi, ça va être un beau voyage. Et profite de chaque instant. Et tu vois, toi qui voyages beaucoup, tu vas un peu vers l'inconnu tout le temps. Mhm. C'est quoi ta relation avec l'inconnu dans la vie? Moi j'aime ça. Euh, c'est, ça fait partie de mes moteurs.
Euh, la première fois que je me suis rendu compte que j'aimais ça, j'avais 9 ans. Avec mes parents, on avait fait une transhumance. C'est quoi une transhumance? C'est qu'on accompagne un berger dans les montagnes, dans les Alpes, dans les Pyrénées, qui va faire paître, qui va faire circuler son bétail, notamment ses moutons, mettons, des montagnes vers les plaines et inversement. Donc on accompagnait ce berger dans cette transhumance. Et un soir, il y avait d'autres familles. On se retrouve dans une cabane en pierre, et une vieille cabane en pierre, et dans laquelle il n'y avait même pas de porte euh, ni de fenêtre en fait. Et tout à coup, ce soir-là, il y a eu un terrible orage, la foudre. Et tous les enfants de la cabane pleuraient, hurlaient de peur. Et moi, ça me procurait une excitation, un enthousiasme. Je trouvais ça génial d'être là à ce moment-là. Et c'est vrai que je me suis rendu compte à ce moment-là que j'aimais l'inattendu, l'inconnu, l'aventure. L'aventure, ça fait partie de moi, dans ma famille aussi. Mon grand-père était un photographe de guerre. Il a couvert la guerre de Corée. Il a remonté le fleuve Congo, etc. Il a fait beaucoup de reportages. J'ai un oncle qui a vécu en Amazonie euh, pendant des années. Et donc l'aventure fait partie de mon ADN. Et j'aime ça. Et, euh, et c'est ce que je recherche aussi à travers ces reportages, quoi. Donc oui, je peux te dire, ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis L'inattendu. ça te permet aussi de te découvrir au final l'inconnu, parce que beaucoup de gens ont peur de l'inconnu parce que peut-être parce qu'ils pensent que ça va être moins bien que ce qu'ils ont à l'heure actuelle. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont peur de l'inconnu? Euh, Oui, alors toi Peut-être tu, de... toi tu parles de faire des choix de vie, par exemple de changer de vie, de se lancer dans quelque chose de tout à fait différent. L'inconnu, ça peut être aussi pousser une porte qu'on n'a pas vue, c'est de dire je vais faire un tel voyage, quitte à revenir après dans mon quotidien. Je pense que les peurs, c'est beaucoup lié à l'enfance, c'est beaucoup lié à l'éducation, c'est beaucoup lié parfois à certains épisodes traumatiques de la vie. Et je pense que la, la pire la pire réaction à avoir face à une peur, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'évitement. Ça veut dire j'ai une situation qui me fait peur et je vais l'éviter. Ça peut être parler à un tel collègue parce qu'il m'impressionne. Ça peut être parler en public. Ça peut être, oui, faire un voyage dans une langue étrangère. Et donc ça veut dire qu'on va toujours se mettre dans des situations d'évitement, une stratégie pour éviter cette situation qui nous fait peur. Mais le problème en faisant ça, c'est que la peur, elle ne fait qu'augmenter. Et qu'on ne peut pas toujours non plus éviter cette situation. Et donc ça devient presque tragique. Et donc face à la peur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut petit à petit s'y confronter. Il ne faut certainement pas se mettre dans une stratégie d'évitement. S'y confronter par petits bouts et de nouveau sortir de cette spirale négative pour avoir des petites réussites. Un premier voyage, un premier échange avec un inconnu, euh, je sais pas moi, une première représentation en public, faire un peu de théâtre, se confronter à ses peurs. Ou alors, on doit vivre complètement reclus de la société. C'est compliqué quand même. Et puis surtout on passe à côté de belles émotions, de belles choses. Et de nouveau, comme je l'ai dit au début, ça ne veut pas dire qu'il y a un jugement de valeur, parce qu'on peut très bien dire, ben non, moi, j'aime pas le voyage. Dire, c'est pas, il n'y a pas de mal à ça. Ou j'ai pas envie d'avoir un métier qui me force à parler en public. Il n'y a rien de mal à ça. C'est tout à fait comment dire, acceptable. Le problème, c'est quand on en a envie, mais qu'on n'ose pas. Si on en a envie, qu'on regrette, qu'on vit dans une forme de frustration, qu'on se met dans une situation d'aigreur, là, il y a un problème. Et là, il faut trouver une solution. Et la solution, ça passe de nouveau par se confronter à ces petites incertitudes et ces petites peurs. Qu'est-ce que la vie t'a appris avec toutes ces expériences que tu as pu faire, que ce soit jusqu'à maintenant, l'enfance, etc., mais tes voyages, euh, qu'est-ce que tu as appris sur la vie de manière générale, mais sur toi également, et que tu pourrais transmettre aux gens? Alors, les voyages, ils m'ont appris à relativiser qui on est, nos croyances, nos peurs de nouveau, euh, à relativiser aussi le rapport à nos émotions, pouvoir prendre parfois de la distance. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre de manière totalement froide et
terne et sans émotion. Au contraire, de repérer les bonnes émotions, les mauvaises, pouvoir prendre de la distance, prendre confiance en soi, savoir aussi que la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose de nouveau. Et donc, c'est un peu ça que la vie m'a appris. Et oui, j'ai 2 enfants, hein. Moi, j'ai Léna qui n'a que 6 ans. L'éducation, elle commence déjà, mais Aurélien, il est plus grand, il a 13 ans. Et donc, j'essaye de lui donner confiance en la vie, confiance en lui, confiance en demain, lui donner l'envie de se découvrir des passions, quelles qu'elles soient. C'est important d'avoir des passions, c'est important. Et effectivement, si on passe son temps sur un téléphone à scroller la vie des autres, on va avoir du mal à trouver des passions. Là, je parle aux jeunes générations, donc il faut parfois sortir de sa coquille, parce que trouver une passion, c'est trouver des objectifs, euh, des envies de se mettre en mouvement et d'accomplir des choses. Donc voilà ce que je pourrais transmettre. Pour finaliser notre échange, c'est toi qui vas avoir la chance de le finaliser. Je te laisse le ou les mots de la fin. Ah, alors les mots de la fin. D'abord, merci pour cette invitation. Ça me permet de transmettre un peu. Tu vois bien, hein, je suis pas juste dans expliquer mon parcours, etc. J'aime bien aussi transmettre des choses aux plus jeunes parce que c'est des choses que j'aurais voulu entendre. Et je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui parfois sont en manque d'accompagnement, de repères ou n'ont pas toujours les bons repères et ils ont besoin d'entendre des choses aussi positives. Donc, je pense que la morale de l'histoire, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur des autres. Vous savez, parfois on a peur des autres, mais les autres ont aussi peur de nous. Et donc ça crée des distances, ça crée des freins, ça crée des problèmes. N'ayez pas peur de demain et n'ayez pas peur de vous aimer et d'aimer les autres. Et surtout, déterminez vos valeurs et soyez en concordance avec vos valeurs. Et si vous parvenez à mettre tout ça ensemble, vous poserez sans doute un peu moins de questions sur le bien-être, le sens de la vie, et vous commencerez à vous mettre en mouvement vers quelque chose qui vous ressemble pour devenir la meilleure version de vous-même.